À la une d'actualité ce soir, la forte pluie de ce matin sur la ville de Ouagadougou a causé encore des inondations dans plusieurs quartiers de la capitale. Habitations et autres lieux publics ont connu la furie des eaux, occasionnant ainsi plusieurs dégâts matériels. Dans ce journal, images et témoignages. D'une quarantaine de partis politiques au Burkina, sommés d'ici au 31 août prochain de se conformer à leur statut et règlement intérieur. Ces partis ne tiennent pas régulièrement leurs instances conformément à leurs propres textes. Qui sont-ils et quelles sont les sanctions encourues? On en parle dans cette édition. À Saponé, la crise née de l'installation du conseil municipal persiste. Pour éviter que la commune ne tombe dans la délégation spéciale, les autorités de la région tentent une ultime médiation. Seront-elles entendues? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis à Madaga, dans la commune de Logobou, un handicapé moteur cérébral fait figure d'exception. Yempabou Oba, c'est son nom, a fréquenté l'école jusqu'à la classe de CM1 avant de se lancer dans le commerce. Aujourd'hui, il gagne bien sa vie, mais comment surmonte-t-il son handicap? Quelle est sa recette contre la fatalité? Une de nos équipes est allée à sa rencontre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Ouagadougou, à nouveau les pieds dans l'eau. La capitale burkinabé s'est réveillée avec des inondations dans plusieurs quartiers. Des habitations et autres lieux publics ont connu la furie des eaux, causant ainsi plusieurs dégâts matériels. Le bilan complet des inondations de ce matin n'est pas encore disponible. En attendant, Yolande Lompo nous propose ici des images et commentaires. Difficile de chiffrer les pertes pour le propriétaire de ce restaurant situé au quartier d'Apoya. Contraint de suspendre ses activités, Félix Bayala et ses employés sont en train de sauver ce qui peut encore l'être. La pâtisserie, la cuisine et la salle à manger sont inondées. Et pour ne pas se faire électrocuter, le compteur a été sauté. Ce matin, je suis arrivé très tôt et ça a commencé petit à petit et à un moment donné, j'ai vu que le niveau d'eau ne faisait qu'augmenter. Là, en 2009, le niveau d'eau était à 1,80 m. Et présentement, nous sommes peut-être à 80. Le niveau d'eau est à 80 au niveau de la hauteur ici. Et un peu devant, nous sommes à 1 mètre quelque chose. Ici, dans ce quartier, face à la montée des eaux, ces dames sont restées impuissantes et ont désormais le regard tourné vers la mairie. Voyez vous-même les dégâts. Nous lançons un cri de cœur à la mairie afin qu'elle nous aide à curer le canal. Non loin de là, quelques curieux postés sur ce pont au quartier d'Apoya et sur le pont Kadiogo suivent le mouvement des vagues. Ça nous rappelle la pluie de 1er septembre passé. C'était la même quantité, sinon qu'on est en train de dépasser le niveau. Parce qu'à ce même endroit, il y avait des maisons qui sont parties et je constate que aujourd'hui encore, c'est la même quantité. Et j'ai peur pour la maternité Pogbi et puis l'école qui est derrière nous, parce que assurément les murs risquent de céder. On a dit entre-temps à ces vendeurs de voitures de dégager leurs voitures de là et ils sentaient toujours de les mettre là, ce n'est pas bien. Ils n'ont qu'à dégager, sinon ça va endommager encore beaucoup de choses. De Kilouin en passant par Amdalaï, les voies sont impraticables. Et même ce marché n'a pas échappé à la furie des eaux. La Côte d'Ivoire, la terre éburnie, a célébré ce 7 août ses 56 ans d'indépendance, moment de réjouissance auquel a voulu s'associer le gouverneur de la région du sud-ouest du Burkina. Tassekba Nikema s'est rendu à Bunkani, localité située à la frontière, pour participer aux festivités. Issa Kanana nous raconte les faits. Bouna, chef-lieu de la région du Bunkani en République de Côte d'Ivoire. À l'instar des autres régions, cette localité du Nord a vibré au rythme du 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une fête nationale marquée cette année par le conflit intercommunautaire qui a durement secoué le Bunkani. Moi personnellement je suis encore sous les effets. Aujourd'hui, je lance toujours un appel à l'apaisement, un appel à la réconciliation, un appel à l'union. Pour tous ceux avec qui nous vivons ensemble dans la région, voici le message que je suis en train de laisser présentement à la population de la région. Tout en moi, à mon humble envie, à chaque fois j'essaie de trouver les voies et moyens qui peuvent nous amener à une réconciliation totale pour cette région.
Cette région fait frontière avec le Burkina Faso qui a accueilli une partie des déplacés au plus fort de la crise. Les deux peuples s'offrent ici l'occasion de resserrer leurs liens séculaires de solidarité et de fraternité. La qualité des relations, l'interdépendance de nos peuples est telle que je ne puis m'empêcher de venir. Le désir des deux peuples de vivre en paix dépasse de loin ces incidents malheureux qui du reste sont en train de se résorber par la qualité de l'intervention de M. le Préfet, par son engagement personnel et de toutes les autorités de la région. Ces relations sont déjà démontrées à un niveau très haut par les chefs d'État. Nous ne faisons que suivre les sillons qu'ils nous ont tracés. Les festivités du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso se tiendront en 2017 à Gawa. Et le gouverneur du Sud-Ouest d'inviter alors son homologue ivoirien à faire un lobbying auprès des fils et des filles de la région afin qu'ils investissent dans leur mère patrie pour la réussite de cette fête nationale. Puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, restons-y, où vivent des millions de Burkinabés, une diaspora installée depuis la période coloniale et qui exerce dans divers domaines de l'économie. Ils sont donc nombreux Burkinabés de Côte d'Ivoire qui se débrouillent bien, comme par exemple ces deux compatriotes rencontrés par une de nos équipes sur place, Nyarkiteda et Mokhtar Ouedraogo. El Hadj Issaka Kindo est un aventurier au parcours atypique. Arrivé en 1977 en Côte d'Ivoire, le jeune Burkinabé d'alors s'est battu comme un beau diable pour parvenir à ce qu'il est aujourd'hui, un homme d'affaires. Moi, je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 1977 et j'ai commencé par les plantations d'abord. J'ai fait 1 an à Issia où j'ai travaillé dans les plantations. C'est en 78 plutôt, que je suis venu à Abidjan. Et quand je suis arrivé à Abidjan, mon premier emploi, j'étais vigile. De simples ouvriers à la création d'une entreprise de BTP que des chemins parcourus. Le rêve commence en 1982 pour se réaliser finalement en 1984 avec le rachat de cette centrale d'enrobage de goudron. Depuis lors, il y travaille et occupe une bonne place dans le domaine du goudron en Côte d'Ivoire. Nous sommes l'un des premiers fabricants, gros fabricants, d'enrobés bitumineux en Côte d'Ivoire. Et ça depuis 1983. Avec un capital d'1,1 milliard de francs CFA, SEK est une entreprise de BTP de droit ivoirien à vocation internationale puisqu'elle intervient au Libéria, en Guinée, en Côte d'Ivoire, avec une filiale au Burkina Faso. Comme Issaka Kindo, un autre Burkinabé fait parler de lui dans le domaine de l'entrepreneuriat en République de Côte d'Ivoire. Philippe Bambara commence par la vente de café en marchand ambulant, puis à travers des distributeurs automatiques. Aujourd'hui, Philippe Bambara évolue dans le froid avec une entreprise qui emploie près de 60 personnes. L'objet de cette entreprise, c'est la commercialisation, comme son nom l'indique, de tous les produits alimentaires et particulièrement des produits congelés. Voilà. Donc viande, poisson, etc. Et nous avons ici 2 chambres froides d'une capacité qui nous permet de faire à peu près 9 000 à 10 000 tonnes de produits par an. Nous avons un chiffre d'affaires qui est relativement important. Donc de janvier à mettons 7 mois, de janvier à fin juillet, on va tourner autour de 2 milliards, 2 milliards 2. De bons chiffres d'affaires pour eux qui tiennent à investir dans leur pays d'origine, car, disent-ils, on n'est jamais mieux que chez soi. Pour nous, investir au Burkina Faso, vraiment, c'est rendre l'ascenseur. Si on a des opportunités, mais il faut dire que c'est vrai, là-bas aussi, les marchés sont ouverts, mais c'est compliqué aussi. Ça, il faut reconnaître, c'est difficile. Même pour mieux investir au Burkina Faso, ils demandent l'accompagnement de l'État. Ce ne sont que des exemples de réussite parmi tant d'autres, car le Burkina Faso compte plus de 2000 entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité ce soir, une quarantaine de partis politiques sommet de se mettre en règle vis-à-vis des lois régissant les partis et formations politiques au Burkina. Ces partis sont priés de renouveler leurs instances dirigeantes et se conformer à leurs propres textes relatifs à leur fonctionnement. Le ministère en charge de l'administration territoriale donne jusqu'au 31 août prochain pour respecter l'injonction. Pourquoi une telle mesure? Quelles sont les sanctions encourues par les partis concernés? Les réponses avec Mokhtar Ouedraogo et Abouakar Sagnon. À ce jour, le Burkina Faso compte très exactement 145 partis politiques
et 25 regroupements d'indépendants. Mais tous ne sont pas en règle vis-à-vis de l'article 19 de la loi portant charte des partis et formations politiques au Burkina. Le gouvernement veut mettre de l'ordre dans le milieu. Le Conseil des ministres du 8 juillet dernier a décidé d'effectuer une opération d'assainissement du fichier sur les partis et formations politiques. Cela a résulté d'un rapport et qui a révélé que sur les 145 partis et formations politiques, il y avait 42 qui ne respectaient pas les statuts parce que pour l'essentiel, les instances statutaires et qu'ils se sont donnés dans leur statut et dans leur règlement intérieur n'étaient pas régulièrement tenus. Cela va d'1 an à 6 ans pour certains partis et formations politiques. Un avertissement a été adressé aux 42 partis concernés. Ils ont jusqu'au 31 août pour se conformer à la loi sous peine de sanctions. Les sanctions qui peuvent éventuellement être prises par le ministre en charge des libertés publiques vont de l'avertissement à la dissolution. Mais ça va de façon progressive. On peut procéder à l'avertissement et ensuite à la suspension et éventuellement à la dissolution des partis et formations politiques concernés. Dans les prochaines semaines, la Direction des libertés publiques et des affaires politiques va procéder à la vérification des sièges des partis, question de s'assurer que ceux-ci disposent d'un siège fonctionnel conformément à la loi. Autre point de l'actualité ce soir, la crise née de la mise en place du conseil municipal de Saponé persiste encore. Pour éviter que la commune ne tombe dans la délégation spéciale, le gouverneur de la région, accompagné d'une délégation du ministère de l'administration territoriale, est allé tenter ce 9 août une ultime médiation. Quelles sont les chances de réussite de cette médiation? Explication avec Mounir Akere. La commune de Saponé veut à tout prix éviter d'être gérée par une délégation spéciale. Sous la supervision des autorités coutumières et administratives, conseillers de l'UPC, du CDP et du MPP se concertent. Objectif, trouver des voies et moyens pour mettre en place le conseil municipal. Nous sommes venus pour essayer de renouer le dialogue entre les deux parties. Pendant que d'autres sont en train de présenter leur programme d'activité à la population, certains sont encore en train de balbutier, ils ne sont pas encore assis. Le maire étant déjà élu, le partage des postes est la pomme de discorde entre opposition et majorité ici à Saponé. Et à l'issue de cette rencontre, les deux partis ont décidé de privilégier l'intérêt général. Nous sommes prêts pour la concertation depuis les élections. Donc je pense que ça peut aller, on va trouver une solution. Les règles de la municipalité sont connues, on va y rester, mais en plus on va y ajouter les démarches de réconciliation, d'ouverture de dialogue. Le MPP totalise 41 conseillers dans la commune de Saponé contre 39 pour l'UPC et le CDP, des exécutifs locaux à qui il est demandé de trouver une issue favorable dans les meilleurs délais pour une réconciliation des filles et fils de la localité en vue de permettre à la commune de Saponé d'amorcer son développement. Dans le reste de l'actualité, le comité interparlementaire de l'UEMOA est en conclave à Ouagadougou pour examiner le budget du comité, mais aussi les réformes de l'institution. Il s'agit de voir comment le comité peut contribuer au processus de rationalisation des dépenses des organes de l'UEMOA. La rencontre a débuté ce 8 août et court jusqu'au 20 août prochain. Moussa Ouedraogo, Bouma Ernest Nébié. Venus des pays membres de l'UEMOA, les participants à cette 38e session du comité interparlementaire de l'Union vont aborder plusieurs sujets. La question du budget du comité sera au centre des échanges. C'est le point principal. Tout tourne autour du budget. Vous savez, c'est le nerf de la guerre. Quand il n'y a pas d'argent, on ne peut rien faire. Vous devez faire la plus belle programmation des activités. Si vous ne pouvez pas les financer, vous ne bougez nulle part. Au cours de cette session ordinaire, un point sera fait sur l'exécution à mi-parcours du programme d'activité 2016 du comité et le projet de budget au titre de l'année 2017 sera arrêté. Actuellement, l'UEMOA est dans une dynamique de rationalisation des dépenses de l'ensemble de ses organes. À cette rencontre, les participants vont mener la réflexion sur la contribution du comité à cette dynamique de rationalisation. La première attente, c'est d'espérer que le Parlement de l'UEMOA
sera effectif, que au niveau des chefs d'État, il y aura cette volonté commune, partagée, pour renforcer donc, le comité interparlementaire et qu'il devienne un instrument pour défendre nos intérêts dans de plus grands ensembles, comme la CEDEAO, comme dans l'Union africaine. Au cours de la rencontre, les participants vont renforcer leurs connaissances sur les réformes de l'UEMOA à travers un exposé sur les procédures d'exécution des dépenses de cet instrument sous-régional. Autre rencontre internationale dans la capitale burkinabé, celle de la Fédération pour la paix universelle. La Fédération pour la paix universelle qui travaille à bâtir un monde de paix où chacun pourra vivre libre dans une coopération harmonieuse avec les autres et où la prospérité sera équitablement partagée. Du 8 au 10 août, dans la capitale burkinabé, donc, des membres de l'organisation issus d'une trentaine de pays de l'organisation sont réunis pour une conférence internationale. Ils vont discuter d'extrémisme idéologique, de changement climatique, mais aussi de conflits intercommunautaires. On fait le point avec Célestin Moukoun d'Abiré. 28 pays, 280 acteurs, un objectif: rechercher les solutions innovantes aux entraves à la paix. Pour les organisateurs, l'humanité doit embrasser les valeurs universelles au-delà des considérations raciales et idéologiques. Et à cette conférence internationale, les leaders se penchent sur les menaces au développement humain. Au nom de ces défis qui feront l'objet des travaux et des communications, figure en bonne et place le changement climatique qui constitue aujourd'hui une menace pour la paix et la sécurité, les conflits humains et particulièrement aujourd'hui la montée galopante du terrorisme, de l'extrémisme et de toute forme, disons, d'incompréhension, de tolérance. La paix émane d'une bonne gouvernance. Et pour la promouvoir, la Fédération pour la paix veut mettre à contribution les parlementaires de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, mais aussi des personnalités de la société civile. La paix, c'est le développement. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux d'être ici, au pays de l'homme intègre, pour parler de paix. Nous espérons que, comme partout où la Fédération pour la paix universelle a eu à organiser des forats, que les choses se passeront très bien et que nous allons encore pouvoir bénéficier des expériences des uns et des autres. Cette rencontre va durer 72 heures et verra le lancement de l'Association internationale des parlementaires pour la paix. L'initiative vise, entre autres, à créer une plateforme en vue de capitaliser les expériences de ces élus pour la recherche des solutions aux problèmes majeurs du monde. L'enquête parlementaire sur le foncier urbain au Burkina se poursuit. La commission chargée de l'enquête était cette semaine dans la région du Nord. Elle a pu auditionner les principaux acteurs du domaine foncier, notamment les PDS, les préfets et anciens maires, durant la période de 1995 à 2015. Les détails avec Herman Nestor Toé. Dresser l'état de lieu du foncier urbain, relever les irrégularités et proposer des solutions pour assainir le milieu. C'est ce à quoi va s'atteler la commission d'enquête parlementaire dans la région du Nord. Du 8 au 14 août, les membres de la commission dirigée par Bouema Bari vont mener des investigations dans les provinces du Yatenga, du Passoré et du Lorum. Le travail consiste donc à auditionner les acteurs de lotissement, notamment les ex-maires, également les services techniques tels que l'urbanisme, le cadastre, également les recettes des domaines et de la publicité foncière, également les anciens membres des commissions d'attribution des parcelles, afin de faire un diagnostic de ces lotissements. Donc nous attendons des acteurs qui nous disent en tout cas la vérité, qui nous donnent les vraies informations afin que nous puissions examiner et trouver les solutions pour l'avenir. Le gouverneur de la région a souligné la pertinence de cette enquête et dit avoir pris les dispositions pour la réussite de cette mission. Avec les parcelles, ça n'a pas été aussi facile comme on l'a constaté.
dans certaines communes. Cette enquête parlementaire va sans doute mettre à nu les problèmes qui ont émaillé surtout les attributions des parcelles et ce qui est intéressant, ce sont les solutions qui seront proposées. À l'issue de ces différentes enquêtes, la commission devra déposer un rapport en mi-septembre assorti des propositions de loi en vue d'assainir le milieu foncier pour le bonheur du peuple burkinabé. Le SYNATIC, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, annonce un sitting et une grève de 24 heures pour la fin du mois d'août. L'information a été portée aux journalistes ce 9 août à Ouagadougou. Le SYNATIC qui exige la satisfaction de sa plateforme revendicative et entre autres à l'adoption d'un statut particulier, le rétablissement des rémunérations injustement coupées depuis 2012 et l'arrêt des intimidations et des pressions de tout genre sur les journalistes dans le traitement de l'information, dans le strict respect des règles d'éthique et de déontologie. Oumou Sissé. L'heure est désormais à l'action. Dicite le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture SYNATIC. Face à la non-satisfaction de la plateforme revendicative des agents des médias publics, une journée nationale de protestation sous forme de sitting, assortie d'une grève de 24 heures en fin août sont envisagées. C'est un état de grâce qu'on a accordé aux autorités de la transition et celles qui viennent d'arriver. Et nous avons trouvé maintenant, il est temps de passer à l'action parce que tous nos efforts de dialogue avec les autorités du ministère, par exemple de la communication, nous avons trouvé infructueux. Donc nous pensons que c'est la seule solution pour que les problèmes soient vraiment pris au sérieux par les autorités. Le SYNATIC espère que des solutions seront vite trouvées aux revendications. Les points saillants de la plateforme revendicative sont entre autres l'élaboration et l'adoption d'un statut particulier pour l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel des médias publics, le reclassement des agents bloqués en B1, A2 et A3, l'élaboration d'un plan de carrière pour permettre aux contractuels de la RTB et des éditions Sidoya de passer les concours professionnels et l'arrêt des intimidations et de pression sur les journalistes. On en vient maintenant à ce portrait à Madaga, dans la commune de Logobou. Un infirme moteur cérébral fait la fierté de tout le village. Yempambou Ouoba, c'est son nom, a fréquenté la classe de CM1 avant de se lancer dans le commerce. Marié et sans enfant, il gagne bien sa vie aujourd'hui. Son portrait avec Nestor Yugbaré et Mamadouba. Yempambou Ouoba est atteint d'infirmité motrice cérébrale. Grâce au centre handicapé en avant de Madaga, il apprend comment contourner son handicap moteur. Depuis mon CP1, je ne pouvais pas écrire. J'étais dans la classe seulement pour les questions. J'avais une dame qui recopiait pour moi les leçons. Et quand il y a un devoir, je viens au centre handicapé, on me donne un ordinateur pour que je puisse faire mes devoirs. Et après, je tire les papiers, je pars donner le maître et il va corriger. Et voici comment, à l'aide d'un bois qui lui sert de main, soigneusement attaché au front, il arrive avec dextérité à dompter le clavier. Je vous souhaite la bienvenue dans le centre handicapé en avant. Élève studieux, Yempambou Ouoba va tenir jusqu'à la classe de CM1. Toujours premier ou deuxième de sa classe, il n'ira cependant pas plus loin pour faute d'ordinateur, celui du centre ayant été endommagé. Aujourd'hui, il gagne sa vie comme commerçant dans cette boutique. Bon, 2 fois par jour, je peux avoir 7000. 2 fois, je gagne 4500. Le jour qu'il y a le marché, je peux arriver même jusqu'à 11 500 ou 12 000 comme ça. Cette boutique m'a permis pour que, en tout cas, je puisse réparer mon tricycle si mon tricycle a un problème. J'ai fait aussi le mariage, mais je n'ai pas encore d'enfant.
À 25 ans, Yempabu Woba fait la fierté de tout un village. À l'étranger, en Éthiopie, des manifestations violentes, violemment réprimées, font des dizaines de morts. L'appel de groupes d'opposition Oromo et Ambara, les deux principales ethnies du pays qui regroupent près de tiers de la population éthiopienne, des dizaines de manifestations antigouvernementales ont eu lieu samedi et dimanche dans les deux régions, dans l'ouest et dans le nord du pays. La répression des manifestations de ce week-end en Éthiopie a fait près d'une centaine de morts. Ce décompte a été rendu public par l'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International. Le gouvernement éthiopien n'a lui donné aucun bilan. Des dizaines de manifestations étaient organisées à l'appel des groupes d'opposition Oromo et Amara. Les deux principales ethnies du pays s'estiment l'une et l'autre lésées par les Tigréens, les Éthiopiens issus du nord du pays qui monopolisent le pouvoir. Le Premier ministre éthiopien avait interdit la tenue des manifestations et autorisé la police à utiliser tous les moyens pour empêcher les rassemblements. Amnesty International accuse la police éthiopienne d'avoir dans certaines régions tiré à balles réelles sur des manifestants pacifiques. Et puis ce lundi, la police de Rio au Brésil a révélé avoir arrêté une vingtaine de personnes suspectées de participer à un trafic de billets. Le cerveau présumé est aussi en détention. Au total, 780 billets ont été saisis. Certains étaient manifestement des faux. Et pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ces billets se sont vendus jusqu'à 8 000 euros. Ou dollars l'unité. Ce trafic aura généré plus de 2 millions d'euros de bénéfices selon la police brésilienne. Paris truqué, vente de faux billets. Tous les 4 ans, les Jeux Olympiques génèrent une économie parallèle très florissante. Lundi, la police de Rio a révélé avoir arrêté une vingtaine de personnes suspectées de participer à un trafic de billets. Le cerveau présumé est aussi en détention. Il s'agit d'un Irlandais. C'est l'un des responsables d'un site internet britannique spécialisé dans les événements sportifs. La police a retrouvé sur lui de faux tickets. Ces tickets ont été vendus via un site internet. Donc nous pensons que ces billets étaient déjà vendus, explique cet enquêteur. Lorsque nous avons saisi ces billets, les tickets étaient déjà dans des enveloppes prêtes à être envoyées au destinataire. Au total, plus de 780 billets ont été saisis. Certains étaient manifestement des faux. Pour la cérémonie d'ouverture des JO, ces billets se sont vendus jusqu'à 8 000 $ l'unité. Ce trafic aurait généré plus de 2 millions d'euros de bénéfices selon la presse brésilienne. Et puis on termine par la revue de presse des quotidiens de ce mardi, revue de presse signée Abdourahmane Zango. Le MPP n'est pas une camisole de force, martèle dans les colonnes du journal Notre Temps, le deuxième vice-président du parti Simon Compaoré, à l'endroit de tous ceux qui se sentent à l'étroit. Aussi, ajoute-t-il, les cas d'indiscipline au sein du MPP seront sanctionnés, comme pour avertir les militants hors la loi. Et tout le monde, enfin presque, en prend pour ses grades, constate le pays, à l'instar d'Ablassé Ouedraogo, auquel Simon Compaoré répond. Quand on sort affaibli d'un combat, on doit avoir l'humilité de faire profil bas. Cette réponse fait suite à l'intention ou au désir du président du parti Le Faso Autrement de rallier l'opposition et Simon Compaoré de s'étonner. Moi, je ne savais même pas qu'il n'était pas océphobe. Morceau choisi par l'Observateur à sa manchette du jour, le passage à la 5e République, où Simon Compaoré tente de dissiper les inquiétudes des sceptiques en affirmant, je cite, « Nous n'avons pas d'agenda caché ». S'agissant du coup de fil supposé ou réel de Roch Kaboré à Blaise Compaoré, le MPP dans le quotidien d'État citoyen parle de polémique stérile qui n'est ni plus ni moins que de la diversion et de l'intoxication, dont le seul objectif, je cite, est d'entamer l'image du président Kaboré. Ce point de presse du MPP, objet de toutes les attentions par la presse, est résumé en une seule phrase par le quotidien Bobolais. Pour l'Express du Faso, le MPP réaffirme son soutien au président Roch. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.